parle trop. Eh oui, beaucoup trop. Et il devrait même éviter de chanter. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau de la série HO. Le film d'aujourd'hui s'appelle Terminator Dark Fate. Il est sorti le 23 octobre 2019, je l'ai vu au cinéma et en version originale. C'est cool parce qu'en ce moment j'ai pas trop le temps d'aller au cinéma. Hashtag ma vie est très très intéressante. Donc, et oui, je vais forcer sur les hashtags même si vous aimez pas ça. Oui, on se fait de l'identité avec son peu, on récupère les miettes à gauche à droite, un petit peu de Squeezie par là, un petit peu de Fossoyeur de film de l'autre côté, et puis on espère dépasser les 30 abonnés un jour. C'est comme ça. Mais je sais que vous m'aimez comme ça, hein, les gars. Bref, allons à l'essentiel. Hashtag, on se grouille un petit peu. Du coup, la saga Terminator. Faisons un petit point dessus d'abord avant d'aborder Terminator Dark Fate. Déjà, de mon point de vue, je suis un très grand fan de Terminator 1, qui est un film que je trouve toujours formidable pour plein de raisons. Je vais faire une vidéo dessus pour vous l'expliquer en long, en large et en travers. Probablement que ce sera une vidéo très courte de 50 minutes. Hein. Mais je suis pas stupide non plus. J'admets qu'il a vieilli, que les effets spéciaux ont pris un coup dans la gueule. Ce que je trouve formidable dans Terminator 1, c'est que ces effets, qui sont pourtant les effets de son époque, sa musique au synthé 13 années 80, la musique romantique au piano seul 13 années 80, l'histoire d'amour en plein milieu du film 13 années 80, les styles de fringues, les styles de coiffure, tout. Voilà, il y a vraiment ce truc complètement années 80, des gens qui sont persuadés d'être au top de l'humanité, alors que, enfin voilà, qui sont juste dans une transition comme nous tous, quoi. C'est assez formidable, c'est un truc qu'on voit que dans le film des années 80, bref. Le film porte plein de choses des années 80, des effets spéciaux qui ont très mal vieilli avec le temps, qui était impressionnant à l'époque, avec nos regards naïfs de l'époque, mais qui ont pris un coup dans la gueule, bref. Terminator 1 a plein de limites, mais ça reste un film que je trouve d'une cohérence assez implacable, et d'une profondeur au-delà du fait d'être devenu un extraordinaire film de monstre, hein, qui a fait naître le monstre culte du Terminator, interprété par le non moins cultissime acteur Arnold Schwarzenegger. Donc voilà, tout ça pour dire, pour la petite parenthèse, le Terminator a été intronisé dans le dernier jeu Mortal Kombat, donc bref, je trouve ça que c'est une super idée, c'est un personnage absolument culte, ça vaut le coup de le retrouver maintenant dans un jeu vidéo, c'est très très sympathique, surtout dans un jeu vidéo aussi gore que Mortal Kombat. Tout ça pour dire, film extraordinaire que j'aime énormément, qui est mon préféré de la série tout simplement. Ensuite on a eu Terminator 2 qui a été probablement une bombe atomique, qui a été un blockbuster qui a calmé tout le monde, pionnier dans les effets spéciaux, je vous en parlais déjà dans ma critique sur Death Becomes Her, La mort vous va si bien, où je parlais justement du fait que La mort vous si bien était un des rares films en parallèle de Terminator 2 à avoir travaillé sur des effets spéciaux numériques directement sur des gens. Donc c'est assez extraordinaire, film pionnier dans le milieu des effets spéciaux CGI en photoréalisme, avec bien sûr les séquences avec le T-1000 qui auraient été impossibles sans les effets spéciaux numériques, ou très 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 difficiles. Film qui a aussi fait exploser aux yeux du monde de James Cameron, qui était déjà le réalisateur de très grands succès comme Abyss, mais Terminator 2 c'est vraiment lui qui l'a intronisé dans le blockbuster grand public, dans les projets pharaoniques qui vont tout cartonner, puisque Terminator 2 pour son époque a coûté extrêmement cher. Film qui a aussi une bonne fois pour toutes enfoncé le clou de Arnold Schwarzenegger comme acteur culte, du Terminator comme personnage culte, de Linda Hamilton dans le rôle de Sarah Connor comme un personnage culte aussi. Des gens qui vont avoir des fortunes diverses, hein, ça va booster encore la carrière de Schwarzenegger pendant 4 ou 5 ans dans les années 90, avant que ça commence, que sa carrière périclite. Ça va permettre à James Cameron de financer un projet aussi débilement gargantuesque en termes de thunes et de risques que Titanic, qui sera un immense succès qui lui permettra d'aller sur un projet encore plus gargantuesque qu'est Avatar. Ça par contre stoppé limite la carrière de Linda Hamilton, mais bon, c'est comme ça, hein, mais faut le dire, après ce film-là, elle a plus vraiment fait de grands films, voire sa carrière a grosso modo stagné, elle est retournée vers des films assez secondaires, et c'était pour le coup assez étonnant, mais il faut l'admettre, elle a eu ensuite quelques blockbusters, et à partir des années 2000, sa carrière s'est vraiment calmée, on l'a quasiment plus vue au cinéma, et donc la voilà de retour pour ce Terminator Dark Fate. Donc voilà, Terminator 2, film culte dont je parlerai en détail dans un podcast, mais c'est juste pour vous donner une échelle d'idée. Terminator 1 et 2 ont marqué à chaque fois leur époque, ont été très très forts. C'est des films qui, du coup, n'ont laissé aucune chance aux films suivants de la série, c'est-à-dire ces films devaient absolument réussir leur coup, être d'énormes succès, marquer leur époque,
mettre une claque en termes de succès et de grand public et continuer de pérenniser, bien sûr, l'aura de ce superbe monstre de cinéma qui est devenu donc le Terminator. Et donc, les problèmes commencent avec Terminator 3, le soulèvement des machines, réalisé par Jonathan Mostow, où grosso modo, notre ami James Cameron quitte le navire un peu avec perte et fracas, il est à donf dans le projet, pas Avatar, dans Titanic, il soumet un pitch à la production qui dit ok, lui il veut y aller, mais la production veut pas l'attendre, donc il est un peu débarqué du truc sans ménagement. Et c'est Jonathan Mostow qui se retrouve à la réalisation, il adoube plus ou moins le projet, c'est un truc un peu compliqué, le public connaît son nom, donc je trouve bizarre d'avoir un Terminator qui sorte, un Terminator avec, où il n'y a pas son nom dessus, donc tout ça crée un climat étrange autour de ce Terminator 3. Jonathan Mostow fait du bon taf dessus. Le film est au final pas inintéressant, choisit de faire des choix très forts, comme cette idée qui donc de contredire grosso modo le climax de Terminator 2, ce qui était très intéressant je trouve, et d'aller dans une direction très différente. Le film sera très mal reçu parce qu'il est déséquilibré, il a des soucis de rythme, il a aussi des soucis de casting, le film n'arrive pas à retrouver l'aura du Terminator de Schwarzenegger et aussi bien celui du T-1000 de Jason Patrick, si je dis pas de bêtises, j'oublie son nom, c'est ça, de Robert Patrick, pardon, ça me revenait plus, du Terminator 2, et de facto on se retrouve avec un film assez étrange qui réussit certains effets gore, qui se permet d'être assez violent, qui est très pessimiste sur son fond, un film assez dingue hein, sur plein de points. Terminator 3 est très intéressant, mais ne trouvera finalement pas son public, tout simplement parce qu'un film Terminator depuis Terminator 1 et 2 ne peut pas se permettre d'être mi-figue mi-raisin. Il doit être très bon. Ça doit être un excellent, ça doit être au minimum un excellent divertissement, au minimum ça doit être un film assez profond sur son sujet, et donc qui touche, qui provoque vraiment des émotions chez le spectateur, pardon, et au minimum ça doit être un film qui doit révolutionner limite la technique de son époque, voire même à la limite un peu moins que les Star Wars, mais disons dans le même état d'esprit, je trouve ça doit donner un coup de pied technique aux autres films, aux autres blockbusters, et en plus, petit astérix en plus, tu dois réussir ton Terminator. Le Terminator doit être terrifiant, il doit paraître inarrêtable, et à chaque fois que les personnages sont poursuivis par ce Terminator, ils doivent lutter pour leur survie, mais alors vraiment à fond les manettes. Le film essaye de le faire, mais n'y arrive pas vraiment, essaie de respecter les principes de la série, mais n'y arrive pas vraiment. Kristanna Loken, qui est une actrice qui fera finalement pas grand-chose après ça, c'est son plus grand rôle, hein, Terminator 3, dans le rôle du Terminatrix, hein, comme il l'avait dit à l'époque, mais grosso modo, c'est son plus grand rôle, et elle joue bien, c'est pas forcément une mauvaise actrice, mais le personnage finalement ne va pas très loin, elle n'arrive pas à donner la profondeur et l'angoisse qu'arrivait à faire naître Schwarzy dans Terminator 1 et Robert Patrick dans Terminator 2, et notamment la réalisation ne l'aide pas trop à cet endroit-là. Je trouve que c'est un peu en deçà de ce que on pourrait attendre d'un Terminator. En tout cas, Jonathan Mostow n'avait pas compris certaines choses vis-à-vis du personnage du Terminator, ce qui fait que le fond de l'histoire est très intéressant, je trouve. L'idée est plutôt bien foutue, même l'écriture du personnage de John Connor, joué par Nick Stahl, est intéressante, mais au final, on se retrouve avec un film mi-figue, mi-raisin. Notamment, comme je disais, aussi parce que le casting est mi-figue, mi-raisin. Schwarzenegger est très bien, Claire Danes aussi, je trouve, fonctionne très bien. Par contre, Nick Stahl, Kristanna Loken, ça reste des acteurs secondaires. Là où, dans Terminator 2, il faut admettre un truc, c'est que Robert Patrick a été incroyable dans le rôle du T-1000. Ça a marqué complètement sa carrière. C'est un mec qui a fait plein d'autres trucs avant et après, hein, mais on le retient pour ça, parce qu'il est phénoménal dans le rôle. C'est parfois ça un bon casting. Hein. C'est l'acteur comprend tellement le personnage que tu vas pas spécialement l'écrire des masses, mais tout ce qu'il va apporter, rajouter, jouer dans le personnage, va rajouter de l'aura, de la puissance au personnage. Et dans la mise en scène, James Cameron avait beaucoup mieux senti comment faire monter l'angoisse et le côté inarrêtable des Terminator. Et forcé d'admettre, et je spoil déjà un peu ma critique sur Dark Fate, qu'aucun film Terminator ne l'a compris ensuite. Ça prouve deux choses. Un, c'est pas facile à faire, donc je critique aucun des réalisateurs qui sont venus après, il me semble que c'est plus dur que ce qu'on en croit. Et deux, le casting d'un Terminator, c'est chaud. C'est vraiment très chaud. Je pense que pour l'instant,
à Hollywood, ils n'arrivent pas à s'en sortir. À chaque fois qu'ils doivent introduire un nouveau Terminator, ça ne marche pas. Mais je vais revenir là-dessus. Donc Terminator 3 avait un petit peu bouclé la série en mode, là c'est fini, on arrête. C'était une trilogie dont le dernier était décevant, même si la fin sous-entendait qu'il fallait une suite, et du coup la production s'est lancée malgré tout 6 ans plus tard à nous ressortir un nouveau Terminator, Terminator Renaissance, Terminator Salvation, Terminator Rédemption, en québécois, j'adore les québécois, c'est les meilleurs pour ça. Bref, tout ça pour dire, un gros Terminator. Ah oui, il y a des travaux à côté de chez moi, donc désolé si ça vous dérange un petit peu l'écoute. Un Terminator vraiment avec les gros sabots. McG à la réalisation, qui a été notamment l'auteur du succès du premier film Drôle de Dame. On a de nouveau les scénaristes de Terminator 3 derrière, John Brancato et Michael Ferris, donc c'est clairement une suite qu'ils voulaient faire mais qu'ils ont mis plusieurs années à produire. Par contre, en termes de casting, on s'énerve. Christian Bale qui arrive, donc Batman, à ce moment-là. Anton Yelchin qui est en train de monter aussi et qui a été casté à ce moment-là dans les nouveaux Star Trek dans le rôle de Anton Chekhov, donc il va faire partie de la nouvelle équipe Star Trek, donc autant dire que ça booste le truc. Bryce Dallas Howard, évidemment, qu'on ne présente plus, la jeune fille de l'eau, le village, enfin bref, une actrice qui a très bien marché, notamment chez Night Shyamalan, et voilà, donc déjà et Sam Worthington, bien sûr, le héros de Avatar qui allait tout cartonner, qui venait de tout défoncer, je crois, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'Avatar est de 2008, si je dis pas de bêtises, je suis plus certain. Bref, tout ça pour dire, gros casting, on y va fort, on a carrément la voix de Sarah Connor qui est faite par Linda Hamilton dans celui-là, si je dis pas de bêtises. Donc bref, plutôt pas mal, hein, gros projet. Le projet sort en grande pompe en 2009, et la patatras, on se retrouve de nouveau avec un film probablement, de mon point de vue, le plus faible de la série. Le film se passe enfin dans le futur, on voit enfin ce que John Connor doit faire, il est interprété par Christian Bale, donc sur le papier c'est super cool. Manque de peau, on se retrouve avec un film très bancal, très mal rythmé, où on s'attarde beaucoup sur le personnage de Sam Worthington, pour finalement pas grand chose. Le film n'arrive jamais vraiment à décoller. Pire encore, un film Terminator où il n'y a clairement pas un Terminator qui les poursuit, c'est très problématique et le film a énormément de mal à faire oublier son ascendance. D'un côté, il utilise beaucoup l'univers Terminator. De l'autre, il s'agit clairement d'un film de guerre où les personnages sont assiégés, c'est l'humanité donc qui fait face à Skynet et ainsi de suite. Dans l'idée, pourquoi pas? Dans les faits, si c'est un film de la série Terminator, et le film s'appelle Terminator, point barre, il y avait à un moment donné à trouver une introduction d'un personnage particulièrement inarrêtable. Ce n'est pas le cas. De facto, on a un film très différent, un film de guerre, qui veut tourner autour de John Connor, mais qui n'arrive clairement pas à choisir de le suivre comme lui. Alors c'est vraiment un film étrange, parce que d'un côté, quand on regarde la série, on se dit, mais pourquoi on ne suit pas John Connor? Pourquoi on nous emmerde avec le personnage joué par Sam Worthington? Pourquoi faire? Parce qu'il va sauver Kyle Reese, blablabla. Ok, on comprend que c'est déterminant pour la suite. Nonobstant, déjà, au-delà du fait que c'est casse-gueule, j'aime beaucoup Anton Yelchin, mais Anton Yelchin en jeune Kyle Reese, non. Enfin, vous voyez, c'est très difficile de faire face. Enfin, je ne l'ai pas dit jusqu'avant, mais Michael Biehn a joué le rôle de Kyle Reese dans Terminator 1, et il a complètement marqué ce personnage de son empreinte. C'est une caricature de héros des années 80 qui, dans la dernière partie du film, devient autre chose, et qui a donc marqué beaucoup les esprits à cause de ça, à juste titre. C'est un personnage absolument passionnant. Mais encore une fois, je vais vous faire une vidéo trop longue sur Terminator 1, donc je vais pas trop pérorer, mais Michael Biehn a clairement marqué de son empreinte ce personnage. Tout comme il avait marqué l'état d'esprit des gens dans Aliens avec le personnage de X. Bref, c'est un mec qui arrivait à jouer une sorte de soldat comme ça, on arrivait à y croire, et il y avait une profondeur dans son jeu, une intensité dans sa manière d'être, qui, je trouve, était très particulière chez ce mec. Pareil, dans son rôle, dans le film Abyss, où il joue le rôle du méchant, il est juste dingue, il a vraiment une importance dans le regard et dans l'incarnation, qui l'impose directement à l'écran. De facto, Anton Yelchin, qui est plutôt malingre, qui a un regard, qui a un beau regard d'enfant, de vieil enfant, c'est assez beau comme regard, enfin il est décédé, le pauvre personnage, dans un accident plus stupide chez lui, c'est assez triste ce mec, comment il est mort, bref. Et de facto, il n'a pas cette profondeur de regard, cette dureté qu'on va trouver chez le personnage de Kyle Reese. Du coup, on se retrouve déjà avec un casting un peu bizarre, où on joue un peu sur la hype, plutôt sur la qualité de l'acteur, et je reviens sur ce que je disais avant, on peut pas caster au hasard.
On peut pas caster sur la hype, c'est plus compliqué que ça. Ou alors on écrit un scénario à l'avenant. Ce qui n'est pas le cas. Bref, c'est un problème, c'est un des problèmes parmi tant d'autres. Je ferai peut-être un podcast sur Terminator Renaissance à l'occasion, c'est toujours intéressant de s'attarder sur des films vraiment ratés, où il y a énormément de problèmes. Le film a certaines qualités, hein, c'est pas non plus vide, il y a des petites idées qui sont sympas, notamment dans la dernière partie, il visite des sortes de camps de la mort, là, tenus par les Terminators et tout ça, c'est plutôt sympa. L'univers est par endroits sympathique, mais globalement, c'est un film qui se passe dans le désert, je caricature à peine. Les enjeux géopolitiques sont vraiment très mal géré, et John Connor est beaucoup trop secondaire. On attend vraiment la dernière partie pour le voir devenir décisionnaire des choses, pas tant que ça en plus, et ça en lui enlève du charisme. C'est un des premiers films qui commence clairement à dire John Connor finalement c'est pas si important que ça, alors qu'on nous a construit la cosmogonie Terminator autour de l'importance de John Connor, du fait qu'il était essentiel ce mec. Donc voilà, beaucoup de choses comme ça qui font que Terminator Renaissance est probablement, de mon point de vue, le plus mauvais de la série, et un film qui avait tué la série dans l'œuf, nettement, hein. C'était soi-disant le truc qui devait rebooster une trilogie avec Christian Bale et tout, bah autant vous dire qu'au résultat, tout le monde a fui le navire, hein. Christian Bale le premier. Et donc, on l'attendait plus. Mais bon, vous savez qu'à Hollywood, on a peur de rien. En 2015, sortait donc Terminator Genesis, nouveau projet, qui était soi-disant une suite, retour d'Arnold Schwarzenegger d'ailleurs dans le rôle du T-800, parce que sa carrière était... il avait fini sa carrière politique et qu'en même temps il a besoin de thunes, hein, le mec, hein. Donc autant retourner au cinéma. Et donc Terminator Genesis débarquait avec un nouveau couple de scénaristes, Laeta Kalogridis et Patrick Lussier. Un tout nouveau casting, entre guillemets, puisque le film se permettait de faire une sorte de reboot, de relecture de Terminator 1, avec Emilia Clarke alias Khaleesi dans le rôle de Sarah Connor, hein, Khaleesi de Game of Thrones, Jason Clarke dans le rôle de John Connor, Jay Courtney dans le rôle de Kyle Reese, donc vraiment un recasting complet. Et une réécriture de l'histoire de la Genèse qui visiblement changeait, d'où son titre Terminator Genesis, puisqu'il s'agissait clairement de relancer la série sur de nouvelles bases, en grosso modo disant clairement Terminator Renaissance, ça nous intéresse pas, on connaît pas de quoi vous parlez, on n'a jamais vu ça. Donc, on se retrouve avec Terminator Genesis, réalisé par Alan Taylor, notamment le réalisateur de Thor 2 The Dark World. Je vous renvoie à ma critique de la trilogie Thor si vous voulez savoir ce que j'en pense, hein, en détail. Pour vous faire court, je trouvais ça pas bon, il y avait vraiment beaucoup trop de problèmes dans Thor 2, qui est, je trouve, un des plus mauvais films du MCU, peut-être pas le pire, mais un des plus mauvais. Et donc, Alan Taylor, réalisateur finalement assez intéressant, puisqu'il avait notamment aussi réalisé des épisodes de la série Game of Thrones, et de très bons épisodes d'ailleurs, hein. C'est plutôt un bon réalisateur de télé, et un bon réalisateur tout court, hein. Il a pas peut-être que le long métrage c'est pas trop son truc, et pour l'instant c'est pas en train de fonctionner pour lui, mais puisque avant Terminator Genesis il avait fait le Thor 2, donc c'était vraiment pas terrible, mais sur les séries télé, bon voilà, il a bossé sur la série Oz qui est excellente, sur la série À la Maison Blanche aussi, il a réalisé des épisodes qui est une excellente série, il a aussi réalisé des épisodes sur les Sopranos, sur Six Feet Under, sur Deadwood, sur La Caravane de l'étrange, sur Lost, sur Rome, sur Mad Men, sur New York Police Judiciaire, enfin voilà, vous voyez, c'est quand même un mec super Boardwalk Empire, enfin voilà, il a bossé sur d'excellentes séries, et il a fait de très très bons épisodes. Il avait notamment réalisé les deux derniers épisodes de la saison 1 de Game of Thrones, je spoile pas, mais vous savez à quel point ça arrachait sa mère, donc le mec est bon. Mais malheureusement sur les longs métrages ça marche pas. Et Terminator Genesis ne va pas déroger à la règle, hein. Je vous fais pas les pitchs des différents films parce que je vais expliquer pourquoi, juste après. Pourquoi c'est pas la peine dans Terminator Dark Fate, mais je reviendrai là-dessus. Donc bref, Terminator Genesis se prend très vite les pieds dans le tapis. Après un très bel hommage à Terminator 1 dans la première partie du film, le film va se faire son histoire originale, choisit de faire un tournement radical et de continuer de remettre en cause la fameuse aura du personnage de John Connor, et n'y parvient pas. Les idées sont intéressantes visuellement, il y a tout un travail sur la nature de Skynet qui est très intéressante, sur la nature de John Connor qui est très intéressante, sur la relation entre Sarah Connor et Kyle Reese, ils essaient de grosso modo remettre ça au goût du jour, et c'est très intéressant aussi, mais aussi bien au niveau du scénario et du comment le scénario se développe qu'au niveau de l'intrigue, le film rame complètement. On retrouve les bases de la série Terminator, donc un monstre qui poursuit
nos personnages et qui a l'air d'être imbattable, implacable et ainsi de suite, avec l'aide du personnage de Schwarzenegger qui revient donc en grande pompe, et tout ça c'est plutôt cool. Le problème, c'est que ça manque complètement d'intensité. Alan Taylor ne sait pas mettre en intensité ce genre de choses. C'est pas grave, c'était déjà le cas dans Thor, c'est un mec qui sait raconter, mais qui ne sait pas mettre de l'intensité sur toute une narration. Il y a des moments où ça marche, et la plupart du moments ça ne marche pas. Et c'était déjà le cas sur Thor, le Monde des Ténèbres, c'est aussi le cas sur Terminator Genesis. Je fais la version courte de cette critique parce que je ne veux pas passer 15 ans sur la filmographie, mais vous comprenez l'idée. Terminator Genesis était une nouvelle déception dans la quintulogie Terminator, et ça a commencé à faire 3 films sur 5 qui étaient attaquables. Moi, je trouve que essentiellement le 4 et le 5 sont vraiment dispensables, mais le 3, je le défendrai, le 3, je le trouve toujours intéressant, pour différentes raisons, peu importe. Tout ça pour dire, ça commençait à faire chaud patate pour faire une suite à ça, mais c'était sans compter sur James Cameron, James Cameron, réalisateur des extraordinaires, bon, je vous en ai déjà parlé. Donc James Cameron revient donc en force, rachète plus ou moins les droits, c'est une histoire un peu compliquée. Lui, il avait perdu son mot à dire à partir de Terminator 3 sur genre 10 ans ou 15 ans, ou 20 ans, je sais pas. Et du coup, maintenant, ils allaient relâcher les droits, et donc lui, il les a rachetés, ce qui lui a permis de faire, grosso modo, ce qu'il considère être la suite de Terminator. Mais pas n'importe quelle suite, c'est la suite de Terminator 2. C'est-à-dire le 3, le 4, le 5, non. Par contre, Terminator 2. Donc, c'est-à-dire que Terminator 2 qui date de 94. Le Terminator 3, par définition, là, arrive en 2019. Vous comprenez où se situe déjà ma première critique, rien que par rapport au concept. Terminator 3, 4, 5 sont mauvais, ont des soucis, plein de points, d'accord, je veux bien l'entendre, à la limite, ok. Mais choisir de faire une suite d'un film d'il y a quasiment 25 ans, sous prétexte que les 3, 4, 5 étaient pas bons, et au final pondre un scénario, et je vais y venir après en détail, ne vous inquiétez pas, hein, posez vos flingues, j'arrive. Hashtag je fais ce que je veux, qu'est-ce qu'il y a avec un scénario qui au final aurait pu largement se passer de dire qu'il n'était pas la suite du 5. Vous comprenez le début du problème. Donc James Cameron revient, relance le projet Terminator. Il a au scénario, il se fait accompagner d'une bonne équipe, David S. Goyer, notamment mon copain David S. Goyer, qui a scénarisé des projets assez fun. C'est un mec que j'aime bien parce que je trouve qu'il est un peu frondeur. Bon, bien sûr, il a commencé sa carrière sur des séries B comme Coup pour Coup, Kickboxer 2, mais je trouve que c'est lui qui notamment avait scénarisé The Crow, La Cité des Anges, qui reste pour moi une suite très intéressante au film The Crow. Il a scénarisé L'Expérience Interdite, Flatliners, réalisé par Walter Hill et que je trouve toujours être un film sympathique aujourd'hui, qui a eu droit à un reboot. Allez, il faudra que je vous fasse un podcast sur Flatliners, le film original et son reboot, parce que franchement, nom de Dieu, bref, peu importe. On est typiquement dans le cas du reboot où les gens n'ont pas compris le film original. Il a écrit aussi le scénario de Dark City, l'excellent film d'Alex Proya. Il a écrit le scénario de Blade 1, tout à fait sympathique. D'ailleurs, il a écrit les scénarios de toute la série, si je dis pas de bêtises. Il a aussi écrit le scénario de Nick Fury, agent du Shield, oh mon dieu, de 98, avec... maintenant ça me revient plus. Michael Knight. Maintenant j'ai sur le bout de la langue. Allez, Mitch Buchanan. Zut. Ça me revient pas, ça me fout les glandes. David Hasselhoff, voilà, j'ai dû regarder, j'ai triché, j'ai regardé sur internet. Donc voilà, c'est un mec qui a participé comme ça à des projets plutôt frondeurs, plutôt à l'époque, tenter un film de super-héros, c'était chaud, surtout sur Nick Fury, qui est franchement pas le personnage le plus connu. Le film était un gros navet, il a été massacré. Je l'ai jamais vu, mais j'en ai eu essentiellement des retours négatifs. Voilà, il a été, pour continuer sur la filmographie de David S. Goyer, il a été scénariste de Freddy contre Jason, il a été scénariste de Blade 2, Blade Trinity, de Batman Begins, de la série Blade, qui était très mauvaise, mais peu importe. Enfin voilà, donc c'est un mec qui a était quand même présent sur des projets assez fous. Le Man of Steel de Zack Snyder, je vous renvoie à ma critique complète. Le Constantine aussi. Non, il a été producteur délégué, excusez-moi. Il a été scénariste aussi du Godzilla de Gareth Edwards, de Batman vs Superman de Zack Snyder, bref. Un mec assez costaud et souvent sur des projets pas évidents, assez casse-gueule, je trouve. Et donc Terminator Dark Fate est son nouveau rejeton scénaristique. Donc James Cameron s'est plutôt bien accompagné d'un bon scénariste, il arrive avec du pognon, il a envie que le film se fasse, et
il faut à la réalisation Tim Miller. Et oui, Tim Miller. Vous le connaissez, Tim, hein? Celui à qui on donne des croquettes, là, et on caresse. Non, je parle pas du chien, Tim. Je parlais donc de Tim Miller, le réalisateur de Deadpool. Et oui, Deadpool, très sympathique film. Bon, j'ai pas encore fait la critique de la trilogie. Et oui, il y en a 3, puisqu'il y a Deadpool 1, Deadpool 2 et Deadpool Once Upon a Deadpool, si je dis pas de bêtises, qui est une version alternative du 2, PG-13, donc adaptée au jeune public, que je critiquerai, parce que c'est très 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 intéressant cette trilogie pour différentes raisons, il y a beaucoup de choses à dire. Peu importe, on verra, si je fais 3 parties, enfin on verra, on va s'amuser, Posez vos flingues, on va y aller, on va d'abord faire Terminator Dark Fate aujourd'hui. Et oui, ça fait déjà plus de 20 minutes que je parle, et j'ai toujours pas fait la critique de Dark Fate. Balèze, hein? Ouais, je sais. On m'appelle pas un mec qui parle trop pour rien. Bah quand j'étais petit, je parlais déjà beaucoup, mes meilleurs potes étaient un peu saoulés comme ça, ils me disaient souvent, bon, on s'en fout, donc... Terminator Dark Fate, avec donc Tim Miller, réalisateur de l'excellent Deadpool, et qui a donc cette capacité selon moi. Moi perso, ça me branchait bien d'avoir David S. Goyer au scénario et Tim Miller à la réalisation, ça me mettait dans une bonne vibes, quoi. Parce que j'ai beaucoup aimé Deadpool, j'ai trouvé qu'avec les moyens limités, entre guillemets, il avait réussi à sortir un film franchement sympa, franchement drôle, franchement culotté, franchement différent, franchement original, et avec une action qui tenait vraiment bien la route. Les scènes d'action de Deadpool, elles sont cool à regarder, aussi bien les scènes de baston, que les scènes de poursuite, que les scènes de cascade. C'est un vrai bon petit kiff, Deadpool 1. Encore aujourd'hui, c'est un film que j'apprécie beaucoup, et j'ai même tendance à apprécier plus les séquences d'action de Deadpool 1 que ceux de Deadpool 2, qui pourtant est très bien aussi, et qui sont mis par David Leitch dont je vous ai parlé dans notamment la trilogie John Wick. Je vous renvoie à ma critique sur John Wick. Oui, je me fais de la pub, hashtag j'en ai rien à branler. Et si vous n'êtes pas content, vous pouvez arrêter. Non, n'arrêtez pas de m'écouter, vous êtes les seuls qui m'écoutent. Je blague. Bref. Terminator Dark Fate repartait donc sur plutôt de bonnes bases, et en plus avec le retour de Linda Hamilton, comme je le disais avant dans le rôle de Sarah Connor, le retour de Schwarzenegger pour la 4e fois de suite, oui il revient, I'll be back, ce mec revient tout le temps. Et donc c'était plutôt sympa, mais très vite, le film a une réputation de revenir avec un scénario original que personne ne demandait. C'est-à-dire c'est le point de départ, là où ça a commencé un petit peu à gratter tout le monde, c'est quand on a appris qu'en fait c'était clairement un projet original. Et qu'il s'agissait de repartir sur quelque chose de très différent et non pas de faire un Terminator 3. C'est-à-dire le film, quand il a commencé à être annoncé, j'ai vu des gens sur Twitter, Instagram dire « Waouh, un Terminator 3 par James Cameron, mais quel pied, machin, blablabla. » Première mauvaise nouvelle, il n'est pas au scénario. Parce que la plupart des gens adorent les scénarios de James Cameron. C'est pas mon cas, je vous renvoie à ma vidéo avec image de Avatar, où je parle un petit peu de ça, du fait que James Cameron réalisation, ouais, James Cameron scénario, hashtag déception. Donc bref, en tout cas il n'était pas au scénar. Donc déjà des gens ont commencé à dire merde, mais en fait il le fait pas, il le réalise, jusqu'à bien comprendre que non, il ne réalisa pas quand Tim Miller avait été annoncé à la réalisation. Et là ça a été la grosse débandade où pas mal de monde a dit bah Deadpool c'était naze, on va pas faire un Terminator Deadpool, blablabla. Après ils ont été calmés par Linda Hamilton revient, c'est super, c'est Terminator 3, on l'attendait depuis tellement longtemps. Enfin bon, voilà. Donc ça s'est un peu passé comme ça, il y a un petit peu une sorte de vague, mais au final avec la sortie du film et avec l'ambiance générale qui fait qu'on a beaucoup de remakes, beaucoup de suites qui sont pas nécessaires et qui fonctionnent pas, forcément il y a eu de la méfiance, sachant qu'en plus ça fait quand même 3 films. Pour peu que vous soyez né en 2000, Terminator pour vous c'est Terminator 3, 4 et 5. C'est quand même triste. Faut le dire, c'est quand même triste. Oui, je me targue d'être vieux. J'ai la chance d'avoir 40 ans. C'est génial, n'est-ce pas? Les 40 ans, bon on s'en fout. Tout ça pour dire, Terminator Dark Fate est arrivé avec une réputation mi-figue mi-raisin. Moi perso j'aimais bien l'idée, mais il faut être honnête, quand j'ai vu le premier trailer, en général je regarde pas les bandes annonces, je regarde juste le trailer de 30 secondes, vous voyez quand il passe un truc au Super Bowl là que ça dure 10 secondes, je regarde ça. Je me mets un petit peu dans la hype, mais je regarde rien de plus. J'essaie de pas regarder les bandes annonces ni rien parce que ça dévoile trop les films en général quoi, et les Terminator c'est horrible. La bande annonce de Terminator Genesis était une hérésie totale, elle spoilait le film, mais elle spoilait le film de son twist principal, ce que je trouvais hallucinant. Peu importe, on reviendra dessus à l'occasion parce qu'on va bien rigoler. Tout ça pour dire, Terminator Dark Fate est arrivé avec une réputation un peu mi-figue mi-raisin. Le trailer montrait clairement que Sarah Connor allait être quelque part secondaire, donc tout ça était un peu bizarre. Et le film arrive avec une réputation un peu zarbi qui ne s'est pas démentie une fois qu'il est sorti. Mais avant de continuer et de commencer enfin cette critique, on va pitcher. Calmez-vous, on va schtroumpfer. En 2022, Daniela Dani Ramos, enfin Dani pour les intimes, habite au Mexique,
travaille dans une grande usine avec son frère et vit avec son père et son frère, qu'elle materne très bien. C'est une fille plutôt engagée, avec un sacré tempérament. La preuve, c'est que le patron de sa boîte veut pas trop discuter avec elle. C'est un peu la syndicaliste du coin. Vous voyez ce que je veux dire? La gauchiasse de merde. Tout ça pour dire, Dani, elle a une vie tout à fait normale. Jusqu'au moment où, surprise extraordinaire dans un film Terminator, originalité totale, arrive du futur, le visiteur du futur qui lui dit « Surtout, ne travaille plus dans cette usine !» Bon, bref. Excusez-moi, hashtag le visiteur du futur si vous connaissez pas. Et donc, arrive du futur évidemment Grace, une jeune femme qui est venue pour l'aider, et arrive en même temps évidemment du futur un Terminator venu pour la tuer. Bien sûr, les deux se rencontrent, c'est la grande poursuite, baston, ainsi de suite. Grace et Dani sont coincés par le Terminator et a priori ne veut pas pouvoir s'en sortir, alors qu'à ce moment-là, ils sont sauvés par la non moins célèbre Linda Hamilton dans le rôle de Sarah Connor. Non, c'est pas la petite maison de la prairie, mais vous comprenez l'idée. Je ne spoilerai pas plus. On va passer tout de suite à l'analyse parce que j'ai déjà trop parlé. Et donc, par où commencer? Sujet compliqué, ce Terminator Dark Fate. Sujet compliqué. Parce que, quelque part, il va se faire massacrer. Ça commence déjà. Les fans de la série vont le tuer. Les fans des films d'action comme ça vont le tuer aussi parce que je pense qu'il va pas assez loin. Et les gens qui ont aimé Deadpool de Tim Miller vont être déçus parce que le film est simplement premier degré. C'est un Terminator. Il y a de l'humour, mais c'est très 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 secondaire. Beaucoup plus modéré que, notamment dans Terminator 3 ou 4, dans Terminator 3 c'était très présent, le dernier film grosso modo de la série ou de l'arc narratif, on va dire premier, auquel je rattache ce Terminator-là, hein, honnêtement. Et là, en l'occurrence, on retrouve un peu ça, mais c'est quand même beaucoup plus modéré. Donc c'est un film de Tim Miller, incontestablement. Commençons par être clairs là-dessus. En termes de mise en scène, les scènes d'action sont plutôt sympas. Il y a 4 grosses scènes d'action, mais il y en a 2 qui sont vraiment très bien au début et à la fin, elles sont vraiment cool. Je trouve que ça fonctionne bien globalement et c'est très original dans la série Terminator qui plus est, puisque l'écriture de scénario a choisi de faire vraiment des contre-pieds. Je m'expliquerai un peu plus là-dessus après. Donc voilà, c'est un bon ratio. On a 2 grosses scènes d'action qui marchent bien, une qui est un peu moyenne et une franchement moins intéressante. Notamment parce qu'il y a un gros problème, encore une fois, on retourne à la fameuse source de ce qu'étaient les Terminators, un Terminator qui poursuit des gens et qui doivent s'enfuir, jusqu'à trouver un moyen de l'arrêter, tout simplement, ce Terminator-là, et le film pêche à plusieurs endroits, mais je vais revenir là-dessus juste après. C'est juste pour dire, les scènes d'action sont très bonnes, j'ai trouvé globalement la mise en scène assez correcte et relativement dynamique, mais clairement, premier gros problème de mise en scène, le film met du temps à mettre en place des choses pour finalement leur donner peu d'importance. Je donne un exemple, c'est le père et le frère de Dani, hein, donc qui ont une certaine importance, mais qui au final, je trouve, sont beaucoup trop vite rangés au rôle du père et du frère. Ils ont beaucoup de mal à gagner de la densité, et du coup on a du mal à être proche de Dani, ce que ne faisait pas Terminator 1 et 2. Terminator 1, justement, et 2 avaient compris un truc très important du film de monstre, c'est qu'il faut à un moment donné prendre son temps, laisser le monstre arriver, donc c'est-à-dire il faut laisser le quotidien du personnage être bousculé par l'arrivée du fantastique, et c'était très bien fait dans le 1 et dans le 2, et le film prenait son temps et était particulièrement soigné, faisait très attention comment dire, d'avoir un montage et une écriture particulièrement fluide, ce qui dès le début de Terminator Dark Fate est problématique, puisque le film va ou trop vite ou trop lentement, mais n'a pas trouvé son identité en termes de rythme, ce qui fait que, quand les Terminators arrivent, c'est trop tôt. C'est aussi simple que ça, c'est trop tôt. On connaît le principe, mais c'est pas parce que le spectateur connaît le principe qu'il faut sauter la présentation ou l'introduction de tes personnages. Grosso modo, le film essaie de les introduire les uns aux autres tellement vite qu'on n'a pas le temps de savoir qui est qui. Et l'idée plutôt sympathique de laisser le personnage de Grace, qui est donc le soldat qui vient du futur, aider Dani, ce que je trouve plutôt sympathique, devient vite absurde parce que au final, le personnage de Grace est intéressant, mais ne va pas au-delà d'un certain cliché. C'est ce que je sous-entendais avec Terminator 1. Kairi est un cliché de soldat. Net. Jusqu'à un instant T du film, où il est carrément autre chose. C'est là aussi un moment donné où Terminator 1 et 2 ont à chaque fois réussi leur coup. Aussi bien Terminator 1 était une histoire d'amour, Terminator 2 était un film d'amour filial. Et c'était étrange, extrêmement étrange, parce que ça assumait le fait que c'était étrange. Terminator Dark Fate veut tellement être son sujet qu'au final il en oublie d'être un film de monstre
un film de suspense à proprement parler, et surtout, il s'enlève la possibilité d'être quelque chose de plus. Mais je vais spoiler peut-être un petit peu après, je sais pas, j'avoue que ça me gratte, ça me chauffe les doigts de spoiler un petit peu. Donc tout ça pour dire, Terminator Dark Fate est au final, grosso modo, dans sa mise en scène, déjà handicapé par ça, déjà handicapé par un choix d'orientation de l'histoire qui va par définition ne pas laisser le temps aux choses de naître. Et en même temps, dans la mise en scène, le film joue énormément sur l'importance du personnage de Sarah Connor, donc de Linda Hamilton, et que le public la connaît, mais je suis désolé. La dernière fois qu'on a vu Sarah Connor, c'était il y a 25 ans. Là, je suis comment dire, mathématique. 25 ans le film est sorti, c'est tout. Tu peux me raconter ce que tu veux, tu peux me dire, voilà, elle est très importante, les gens la connaissent, Non. T'as pas fait un film qui est une suite directe, t'as fait la suite d'un film qui est de 94, c'est tout. Donc à un moment donné, où tu l'as réintroduit clairement, et la scène pré-générique du film, je trouve, ne suffit pas à l'introduire. Ni la scène pré-générique, ni la scène d'introduction de son personnage, comme je le disais encore une fois, est trop rapide. On a vraiment eu des choix, alors, c'est compliqué. Bon, écoutez, je vais devoir spoiler. Tant pis, je mettrai un gros spoiler à l'écran. J'avais pas pensé le faire, mais je trouve que si je n'explique pas ça, vous comprenez pas ce que je veux dire sur la mise en scène. Le film commence donc avec un enregistrement d'une thérapie de Sarah Connor que l'on voyait clairement dans Terminator 2. Le film essayant par ce biais d'être clairement rattaché à Terminator 2 et à pas autre chose. Je vous rappelle pour la petite histoire que dans Terminator 3, John explique que sa mère est morte du cancer. Donc là, ce qui est triste, c'est que ce Terminator-là n'essaie même pas de répondre à ça, alors qu'au final, il aurait pu. Il aurait pu tout à fait, pour différentes raisons. On est dans le voyage temporel, ils auraient pu le faire. Alors que là, maintenant, on se retrouve juste avec 3 films qui sont supposés rien dire, et un film qui est supposé tout redire, mais qui le dit mal. J'y reviendrai. Je reviendrai là-dessus après. Tout ça pour dire... Donc je vais vous spoiler légèrement le début. On voit donc ce passage avec Sarah, on comprend que Sarah c'est quelqu'un qui a été très traumatisé, qui a été donc en hôpital psychiatrique tellement elle a été marquée par ça, qui a été évidemment très incomprise parce qu'elle savait que la fin du monde arrivait et personne ne voulait la croire. Et donc on a une scène d'introduction où on entend Sarah Connor nous dire que grosso modo elle a sauvé son fils jusqu'au jour où une machine débarque, qui sont au Mexique, voilà dans un bar, un Terminator débarque et elle n'arrive pas à sauver John, il est flingué devant elle. Donc dans l'idée, belle séquence. Parce que moi-même j'ai vu Terminator 1 et 2, avoir le troisième qui commence, techniquement ce qui serait le troisième qui commence par la mort de John Connor, qui est un gosse encore à ce moment-là, qui est encore un ado, super idée, très belle séquence, pour plein de raisons, ça peut être génial. Deux problèmes majeurs. Le premier, c'est que la séquence est très courte, ce qui fait que si on connaît ni Sarah, ni John, et si on n'a pas tellement suivi la série, ça va beaucoup manquer d'impact. Mais beaucoup. On n'a pas le rattachement de mère-fils. Donc, tout le traumatisme de Sarah dans le film est caricatural. On voit juste quelqu'un qui est énervé parce qu'elle a perdu son fils, mais il suffit pas seulement de le dire au spectateur, il faut que le personnage le ressente. Et le film ne nous le fait pas ressentir. Il nous dit, voilà ce qui s'est produit, allez on avance. Et deuxième problème, c'est que tout le rythme de la séquence est joué sur le fait que Sarah nous dit, voilà, il est mort. Et depuis, je me venge. Du coup, ça crée vraiment un problème principal du film, c'est que on est supposé être en empathie avec Sarah, or on l'est pas. Et du coup, on est supposé ensuite être en empathie avec Grace et Danny, et comme Grace et Danny sont pas très bien écrits, ou ont une relation qui au final n'est pas très intéressante sur le fond, et ben... on se retrouve avec une Sarah Connor qui devient finalement... où on a vu le 1 et le 2, où finalement elle va manquer de densité. Et ça, j'insiste, Terminator 1 et Terminator 2 n'ont pas besoin l'un de l'autre. Hein. Vous pouvez voir Terminator 1 sans avoir eu Terminator 2, et vous pouvez voir Terminator 2 sans avoir eu Terminator 1. Les deux films seront intenses, puissants, et n'auront pas besoin l'un de l'autre. Ils ne sont pas interdépendants. Ils font connexion. C'est très différent, mais ils sont pas interdépendants. Vous savez, je suis milite souvent là-dessus, donc hashtag mes petits combats moi-même dans mon évier, mais c'est une réalité. Le fait est qu'un film, c'est un film. Et les films ne sont jamais aussi bons que quand ils marchent tout seuls. Même si c'est un film qui se rend dans une trilogie, s'il fonctionne tout seul, c'est meilleur. Je vous renvoie notamment à un exemple que je cite pas souvent, mais que je trouve intéressant dans le coup, c'est Les Deux Tours, le deuxième film de la trilogie du Seigneur des Anneaux, qu'on peut regarder complètement seul. Il fonctionne tout seul, ce film. Il n'y a pas de problème.
il est dans une trilogie, on comprend qu'on vient de quelque part au début et on va quelque part à la fin. Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez pas regarder ce film tout seul et qu'il raconte pas une histoire à lui tout seul. Il le fait. L'histoire du Rohan est particulière et elle marque toute l'identité du deuxième Seigneur des Anneaux ou l'histoire de Merry et Pépin. Bon, si vous les avez pas vus, je vous spoil rien, mais vous comprenez l'idée. Les personnages vivent des arcs qui sont plus que simplement des transitions de B à C avant d'aller jusqu'à, dans le dernier film, de C à Z. Tout ça pour dire, on se retrouve très vite avec un problème de base qui est on n'est pas réintroduit à Sarah. Et la mise en scène n'arrive pas à sauver ça parce qu'elle est emmerdée en fait. Elle est emmerdée par le fait qu'elle doit présenter non pas 2 personnages ou un personnage, mais 3. Et on sent très bien, très vite, que le film va avoir du mal à équilibrer ces 3 personnages. Notamment parce que, désolé de le dire, parce que David S. Goyer est un mec dont j'aime bien le rythme des scénarios en général, là je trouve qu'il a pas fait le taf, parce qu'il y a vraiment la relation entre Grace et Danny. J'ai posé la question sur Instagram pour rigoler sur le Terminator 1. Grosso modo, la question de fond que je posais, c'est qu'est-ce qui veut comment on peut rendre un film plus fort? Avec une histoire d'amour, avec une histoire d'amitié? Alors vous allez me dire, ça dépend, il y a des super films sur l'amitié. Ok. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord que c'est plutôt les histoires d'amour qui sont plus fortes en soi? On est d'accord. Je spoile pas, c'est pas ce que le film a choisi de faire. Et je suis désolé. Pour un film qui veut remarcher sur les traces de Terminator 1 et 2, on passe de l'amour dans le premier, entre l'amour, le coup de foudre et tout ça, qui est très beau dans le 1, et encore une fois, je trouve que c'est un de mes films romantiques préférés, Terminator 1. Et oui, j'ose #, qu'est-ce qu'il y a de troisième du nom? Mais le Terminator 2 travaillait sur l'amour filial, et il y avait vraiment une relation père-fils qui commençait à se créer dans le film, et qui finalement devenait crédible. C'est ça qui était fou, c'était un vrai pari, et le film y arrivait très bien, et là on a dans ce soi-disant Terminator 3 l'amitié. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est bien, hein, c'est pas grave, mais ça ne marche pas. Parce que le film ne crée pas une amitié entre les personnages. Elle te dit, on est très amis dans le futur. Mais on s'en fout. Il faut être clair, on s'en fout. Kyle Reese revient dans le passé parce que, comme je posais la question sur mon Instagram, je dis pourquoi Kyle Reese revient dans le passé dans Terminator 1? Parce qu'il est fan de John Connor? Absolument. Et qu'il veut le sauver, c'est évident. Mais il revient surtout parce qu'il est amoureux de Sarah. C'est ça qui fait que Terminator 1 est génial et devient génial. C'est quand le film accepte complètement d'être un film romantique en plein milieu et te dit, en fait, il est revenu parce qu'il l'aime, parce qu'il a un coup de foudre pour cette femme, point barre. Et c'est crédible et on y croit tout de suite. Et c'est très fort. Et toute la fin est géniale pour ça. Et tout le côté traumatisé de Sarah Connor est splendide à cause de ça. Et Sarah Connor devient géniale à cause de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Comme un choix d'orientation d'histoire à un moment donné fait décoller le film complètement. Il n'est pas revenu dans le passé parce qu'il est très copain avec John Connor. Vous voyez la nuance? De là à dire que le film n'a pas osé aller vers une romance lesbienne, je ne ferai qu'un pas. Je ne ferai qu'un pas parce que même Terminator 3, qui est pourtant très critiqué, avait en son cœur une histoire d'amour. Et je suis d'accord, Nick Stahl n'est pas un acteur extraordinaire, donc ça a tendance à un peu ramer, mais dans ce que donne Claire Danes de leur relation et comment leur relation se crée, le film est complexe et finalement fonctionne très bien sur ce point-là. C'était un film qui allait au-delà, c'était un amour qui se retrouvait confronté à la fin du monde et qui allait devoir s'y attaquer. C'était quand même autre chose. Tout ça pour dire, j'ai spoilé pas mal ma critique, parce que je m'attaque pas mal au scénario, je devais parler essentiellement de la mise en scène, mais la mise en scène va être constamment handicapée par ça. Va constamment chercher à donner du souffle au film en n'y arrivant pas. Et là, je pourrais parler des effets spéciaux, que franchement, faisons court, ils sont pas eu de soucis avec le film. Je voulais juste pointer que le Terminator de ce film-là, qui est joué par, je sais plus son nom, Gabriel Luna, ni l'acteur, ni la mise en scène du personnage ne sont terrifiants. Du coup, on se retrouve face à un être violent, dangereux, blablabla, on le voit, mais clairement pas un être c'est pas le Terminator, ce n'est pas un Terminator. J'insiste. Le Terminator du 1 et du 2, ils cherchent sans aucune concession, en faisant aucune concession, leur cible. C'est ça leur taf. Et une fois qu'ils l'ont trouvé, ils s'accrochent, quitte,
à en crever. C'est ça le principe du Terminator. Une fois qu'il a vu sa cible et qu'il la poursuit, c'est juste, il te lâche plus, c'est implacable. Et c'est ce qui fait que c'est flippant. Je vous renvoie aux deux musiques extraordinaires que j'aime beaucoup de Terminator. Le thème principal, évidemment, qui est extraordinaire. Je crois qu'il s'appelle Rise of the Machine, que j'aime beaucoup. Et le thème des poursuites, qui est absolument génial, qui est fait avec des musiques... notamment dans Terminator 2, ils insistent bien dessus, c'est des percussions, une sorte de bruit. Je dirais que c'est du violon, mais ils le font crisser. Ça fait, tu vois, ça fait des choses comme ça. Oh, putain, quelle imitation magnifique de violon. Hashtag le prochain comique, le prochain Laurent Gérard. Oh mon Dieu, bref, bon, des sons aigus tout simplement, qui crissent comme ça et qui donnent beaucoup de nervosité et d'agressivité à la musique. On comprend vraiment que le Terminator, il te suit, c'est une lame tranchante. Ça, le film échoue à l'écrire et du coup dans la mise en scène, ça se retrouve clairement. Oui, je suis plus en train d'accueillir David S. Goyer, le scénariste, que le réalisateur, parce que je pense que Tim Miller avait tout à fait les qualités pour produire ce type de mise en scène, notamment parce qu'il y a certaines scènes de Deadpool que je trouvais très intéressantes à cet endroit-là. Nonobstant, ça vient aussi de lui un peu parce que on utilise beaucoup le pouvoir, entre guillemets, du Terminator, donc de Gabriel Luna, qui est capable donc d'être... C'est grosso modo un mix du Terminator, du 1 et du T-1000, pardon. Excusez-moi, désolé. Et du T-1000, ça prouve que c'est trop long. Hein. Hashtag, je me fais bailler moi-même. Faudrait que j'arrête, là, quand on en arrive là. Je l'annonce, c'est le dernier épisode. Bref, tout ça pour dire... Ce mélange de Terminator en squelette et de Terminator en T-1000 est intéressant. Et donne lieu à des moments sympathiques, on le voit se séparer, machin, blablabla, donc c'est plutôt cool en termes visuels. Mais encore une fois, ça doit être vu comme un mécanisme implacable. Et le film n'y arrive jamais, juste jamais. Il est difficile à tuer, oui, mais à un moment donné, je vais spoiler un peu encore, malheureusement. C'est pas pour rien que dans chacun des films, les personnages se retrouvent, dans Terminator 1 et 2, les personnages se retrouvaient séparés et seuls face au Terminator. Pas parce que scénaristiquement c'était facile, mais simplement parce que c'était une manière très efficace de montrer encore plus le fait qu'ils étaient désespérés. Là, ça arrive quasiment jamais. Le personnage principal n'est pas seulement protégé par un nouveau Kyle, mais il est protégé par donc Grace, le nouveau Kyle, et par Sarah Connor, et ensuite, et oui, spoiler, par le T-800, le retour de Arnold Schwarzenegger. Ce qui fait que ça commence à faire beaucoup de monde. Même si le Terminator est très fort, et moi, vraiment, sur la dernière séquence, je me suis dit, je la trouvais classe, la séquence, hein, mais je me suis dit, mais il est où ce Terminator implacable et imbattable que j'ai... Cette sensation que j'ai sentie qu'ils n'allaient jamais s'en sortir dans Terminator 1 et 2. C'est marrant qu'ils aient pas franchi ce cap à un moment donné, d'aller aussi loin que le 1 et le 2, alors qu'ils arrivent pourtant si longtemps après. Il y a vraiment des choses comme ça qui sont très étranges dans la mise en scène du Terminator. Oui, je suis obligé de le dire pour ceux qui attendaient de savoir s'ils devaient aller voir ce film. Vous risquez d'être déçus. Vous risquez d'être déçus parce que ce Terminator-là n'est pas au niveau... Ce monstre n'est pas au niveau de l'aura de ce que devrait être un Terminator. Et c'est clair, c'est une énorme déception. C'est clair. Parce que ça met une claque à toute cette série, et à quel point il y a un potentiel extraordinaire de films de monstres dans Terminator. Et je trouve vraiment que depuis Terminator 3, qui y arrive encore un petit peu, les films suivants ont réessayé parfois avec plus ou moins de succès, mais ne s'en sont jamais sortis, quoi. Et mais déjà Terminator 3 d'ailleurs, je l'ai dit moi-même avant. Et on est encore dans ce problème-là. On est encore à un moment donné face à un film qui n'a pas compris comment mettre en scène son Terminator pour qu'il soit réellement le monstre qu'il mérite d'être. J'ai dit beaucoup quand j'ai dit ça déjà. Mais vous comprenez déjà un petit peu d'où je vais en venir dans mon développement. J'insiste sur 2 points. Je trouve pas les actrices Nathalie Reyes, notamment Mackenzie Davis, en dessous de leur rôle, je les trouve très impliquées. Je trouve globalement les décors du film vraiment bien foutus. Je trouve que le casting fait vraiment le taf. Et perso, je trouve qu'Arnold Schwarzenegger refait le taf. Il est vraiment cool dans le rôle du T-800, il n'y a rien à faire. Alors ils ont fait un choix d'écriture très très fort. Il est vieillissant pour différentes raisons. Et le choix de l'introduire dans l'histoire est assez tordu, soyons honnêtes. Je vais pas spoiler, mais c'est... Moi perso, j'étais dans le film, j'ai fait un peu la moue en disant ouais, bon, imaginons... En fait, je parle essentiellement au niveau technique. Au niveau émotionnel, j'ai bien aimé l'idée. Je suis pas certain que ce film-là devait faire ça et devait se compliquer la vie autant. Est-ce que le film n'avait pas plus à gagner à n'avoir que Sarah Connor et Grace ?
honnêtement si. Je pense qu'il aurait gagné en simplicité, et on aurait gagné dans temps d'écriture. J'aime beaucoup ce que propose Schwarzenegger, ça me fait toujours plaisir de le revoir dans le rôle, mais je pense que là, pour le coup, il y a vraiment la sensation qu'il ne devait pas être là, c'est assez bizarre comme sensation. C'est un film assez étrange du coup à ce niveau-là. Et en même temps, sans lui, le film perdrait vraiment une qualité. Parce que tout simplement, il sait interpréter le T-800, il a quelques répliques qui sont vraiment très drôles dans le film, et les seules répliques vraiment drôles viennent de lui, donc c'est triste à dire, mais c'est une réalité. Et il faut rajouter à ça aussi en termes de casting, puisque je suis en train d'en parler, que Linda Hamilton a vieilli et que je trouve qu'elle a du mal à jouer. Je trouve que par moments, elle est vraiment caricaturale, elle a des mimiques de visage qui fonctionnent pas très bien, ou elle était mal dirigée, ou elle a simplement vieilli, mais je trouve que là, pour le coup, j'ai pas adhéré, moi, perso, à son interprétation de Sarah Connor, je l'ai trouvé limite. Heureusement, le scénario a l'intelligence de la rendre un peu plein sud, et elle l'est un peu du début à la fin, donc ça va, mais quand même, c'est un peu limite, et ça handicape quand même pas mal le film, je trouve, par moment. Et c'est clair que ça rend triste, parce que putain, elle est déjà géniale dans Terminator 1, elle avait un rôle plus ou moins classique, entre guillemets classique, mais je reviendrai là-dessus, mais alors dans Terminator 2, la Sarah Connor badass de Terminator 2, elle est incroyable, ce rôle-là, il reste incroyable, quoi. Ce personnage reste incroyable. Avec la fameuse séquence où elle va carrément buter le mec qui a inventé Skynet chez lui et tout, avec son gosse, c'est un truc de fou cette séquence, elle est superbe pour plein de raisons. Bref, tout ça pour dire, petite déception quand même sur Linda Hamilton, qui est revenue, cool, mais qui a visiblement pris un petit coup de vieux dans la gueule, en tout cas c'est la sensation que j'en ai eue. Mais, grosso modo, pour aborder maintenant le point qui, à mon avis, a du coup ramé un peu, et qui est le nerf, à mon avis, de la problématique de Terminator Dark Fate, c'est son scénario. Donc oui, le scénario de Terminator Dark Fate, bah, c'est un peu problématique parce que je trouve que, en voulant raconter une histoire finalement absolument une suite du 2, en faisant fi des autres films, et en plus en s'impliquant finalement dans l'écriture de plusieurs personnages, de 4 personnages au final, je trouve qu'ils se sont compliqués la vie, là où justement l'une des grandes qualités de Terminator 1 par exemple, c'était d'avoir 2 personnages principaux, et de Terminator 2 d'en avoir 2 personnages principaux. C'est-à-dire que je sais que beaucoup de gens comptent le Terminator dans Terminator 2 comme un personnage principal, mais selon moi, autant on suivait son évolution, autant au final c'était quand même la qualité d'écriture était toujours le principe que c'était des robots. Et que leur humanisation venait d'abord de notre capacité des personnages humains à le percevoir. Donc c'était le changement de regard, notamment de Sarah Connor sur le Terminator dans Terminator 2. Et c'était ça qui était intéressant, qui faisait que le film finalement arrivait à dépasser quelque part son archétype de départ, c'est-à-dire voilà, un gamin qui se trouve un père de substitution, la mère qui n'est pas d'accord, puis finalement qui l'est. Et là, on sent clairement dans ce nouveau Terminator le désir de retourner à ça, avec effectivement, encore une fois, Sarah Connor qui doit revivre un peu la même chose, mais de manière beaucoup plus dure cette fois-ci, puisque son fils est carrément mort, tué par un T-800 à l'image de Schwarzenegger, et elle retrouve ce fameux Terminator encore une fois. Alors dans l'idée, vachement intéressant, dans le rapport traumatique qu'elle a par rapport au T-800, hyper intéressant, dans les faits, dans ce que le film en fait, encore une fois, là, il manque quelque chose. Je vais faire une hypothèse, mais vous allez comprendre où je veux en venir. On a cette fameuse séquence qui est supposée se passer en 98, je sais plus quand, 98-99, où donc John Connor se fait donc tuer, sous les yeux de sa mère. Donc ils ont dû faire la fameuse technique de CGI de rajeunissement de Sarah Connor, de John Connor, et évidemment de Schwarzy, puisque tout le casting a pris 25 ans dans les dents. Et dans l'idée, la séquence est assez impressionnante parce que je trouve que c'est très bien fait. Moi, j'ai vraiment vu ça m'a vraiment pas sauté aux yeux qu'il y ait un problème de lissage ou autre. C'était assez impressionnant, sachant qu'a priori ils ont fait appel à Edward Furlong et qu'Edward Furlong il a sacrément vieilli, il a pris vraiment un coup de vieux dans la gueule. D'ailleurs, quand il avait été annoncé au casting au départ, j'adorais l'idée d'avoir un John Connor vieux et déprimé parce qu'il n'est pas devenu le chef de la résistance. Je trouvais ça génial. Je trouvais que ça pouvait amener le film dans une direction tellement folle. En termes de le mec qui est supposé être, on lui dit pendant toute sa vie que c'est un élu, et puis d'un seul coup, il n'y a rien. Enfin, vous voyez, un truc comme ça. Et d'un seul coup, ça redémarre, et c'est de nouveau pas lui. Il y avait vraiment quelque chose là que je trouvais très beau à faire. Bon, visiblement, je sais pas si Edward Furlong a les heures de vol que Edward Furlong a mangé entre-temps, parce que sa vie a été très compliquée, l'ont aidé à être prêt pour ce genre de rôle, hein, je pense pas, même s'il continue d'être acteur, hein, qui tourne et ainsi de suite. Mais en l'occurrence, j'aimais beaucoup l'idée. Bon, en l'occurrence, il est juste là pour faire ce caméo sous CGI en plus, donc bref, est-ce que c'était essentiel? Peut-être. Peut-être que techniquement, c'était plus simple de tourner avec lui que sans lui. Mais bon, voilà, vu qu'il est rajeuni et qu'il est là pour se faire flinguer, il a même pas une phrase dans le film, ou si je dis pas de bêtises, il dit rien. Donc voilà.
Bon, tout ça pour dire, la qualité, à mon avis, de ce flashback n'est que technique. Ça aurait été intéressant, suivez mon idée. Si on introduit, moi à la limite, qu'on introduise les personnages de Danny et de Grace de manière rapide, pourquoi pas? S'ils sont clairement les vecteurs d'une histoire parallèle qui va finir par avoir de l'intérêt au travers de l'histoire de Sarah Connor, John et du Terminator. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour ça, il faut que l'introduction soit beaucoup plus longue. En fait, j'aurais simplement voulu qu'ils aillent jusqu'au bout de l'idée. C'est un peu ce que la série des Halloween a fait, notamment avec, je sais plus dans quel Halloween au début, c'est Halloween 8 ou 6, ou je sais plus, il y en a trop, des Halloween, où on revoit le personnage, si vous connaissez pas Halloween, grosso modo, il y a toute l'histoire tourne autour du fameux tueur Michael Myers, avec son masque et son couteau, et la jeune femme après qui il court, qui est jouée par Jamie Lee Curtis. Et je crois dans le 6, le film commence par une poursuite entre deux, et il finit par tuer Jamie Lee Curtis, il la tue. Et l'histoire du film démarre. Et moi, je trouvais l'idée, pour le coup, intéressante. Malheureusement, dans ce film-là, c'est très très mal utilisé. Mais là, par contre, dans Terminator Genesis, dans son idée, dans sa genèse, ça aurait été excellent que le film commence réellement par on retrouve Sarah, on retrouve John. On a une séquence de bien un quart d'heure, 20 minutes avec eux, où ils vivent, ils continuent grosso modo de faire attention, et alors qu'ils ont un débat autour du fait de faire attention ou pas, ce qui arrive, parce que John il lui dit t'inquiète pas, tout a changé, elle dit oui en même temps, elle commence tout doucement à baisser sa garde, et là, un Terminator arrive. Mais au lieu que le meurtre soit aussi court et finalement assez indolore, où il claque, c'est-à-dire où il est extrêmement violent, et genre vraiment il arrive d'un seul coup, et ça, on s'en doute, parce que voilà c'est le début du film, mais en même temps ça aurait donné de la force et de la place à Sarah. Ou alors, il y a une poursuite, c'est-à-dire que c'est un Terminator, c'est-à-dire qu'ils se font poursuivre, ils retrouvent tout le réflexe et tout ça, et malheureusement, John se fait tuer. Sarah s'en sort, miraculeusement, et John se fait tuer. Et c'est ça que je trouve qui aurait pu mettre le film sur le rail d'être une vraie suite, et d'être en même temps un vrai film sur le traumatisme de Sarah. Parce qu'au final, le film veut être ça. D'une certaine manière. Et en final, comme il peut pas l'être, il s'attarde beaucoup sur Grace et Danny, qui sont finalement des personnages pas assez développés et pas assez profonds pour ça. Danny est un soldat... évidemment, Grace est un soldat du futur, qui a vécu des traumatismes et tout. On nous montre quelques séquences qui sont supposées être fortes, mais au final, c'est des séquences qui sont moyennes, sont pas terribles, le choix de mise en scène n'est pas terrible, ils auraient pu choisir des tas de choses, faire une vue subjective complète, ils le font que par moment, expliquer pourquoi elle a voulu faire ce qu'elle a fait, je veux éviter de spoiler ce qu'elle a fait à son propre corps, Grace et ainsi de suite, donc voilà, il y aurait vraiment eu beaucoup d'axes d'histoire qui auraient pu donner beaucoup de densité à ces personnages, et finalement le film fait vraiment, ne les laisse qu'au stade archétype, du début à la fin. On sait dès le début que Danny c'est quelqu'un qui a du caractère et tout ça, donc à la fin elle montre du caractère, elle en avait déjà au début. Encore une fois, contrastons, dans Terminator 1, Sarah Connor au début c'est une jeune femme qui a pas la moindre idée de ce qu'il arrive, elle est serveuse, elle n'a pas l'ombre du début de la force qu'on va lui trouver à la fin du film. Et c'est le fait de trouver l'amour et de puiser dans Kyle Reese cette force-là qui va la faire se découvrir à elle-même et la faire devenir la meuf badass qu'on a dans Terminator 2. C'est-à-dire que c'est... Vous voyez, c'est quand même un trajet beaucoup plus séminal. C'est pour ça que j'ai l'impression que le scénario a abandonné. Alors, est-ce que c'est des questions techniques? Est-ce que c'est parce qu'ils se sont rendus compte que Linda Hamilton ne pouvait plus porter le rôle de Sarah Connor aussi fortement? Est-ce que... J'en sais rien, c'est peut-être un peu tout ça. Ça coûte très cher. Il faut bien comprendre que la technique de de-aging, comme ils disent, le fait d'enlever de l'âge à des acteurs et des personnages, ce qui était le cas là pour les 3 personnages principaux, aussi bien le Terminator que Sarah et John Connor, c'est très compliqué techniquement. Donc j'imagine qu'ils ont pu tout à fait se dire ça coûte trop cher, si on fait cette séquence on peut pas faire le reste du film ou blablabla, sachant que les Terminators ne sont plus des blockbusters depuis un moment, hein. C'est plus des films qui cartonnent, Terminator Dark Fate, je sais pas s'il a eu un aussi bon budget que Terminator Genesis, qui avait un acteur phare d'une série qui cartonnait à ce moment-là, Emilia Clarke dans Game of Thrones. Donc là, il n'y a plus d'énormes... Les très très gros blockbusters avec Schwarzenegger, c'est terminé. Les films de Schwarzenegger sont en général des séries B, dont les budgets sont relativement corrects, mais pour des séries B, c'est pas des blockbusters. Ça dépasse rarement les 50 millions de dollars de budget. Je peux vous dire tout de suite que c'est vraiment largement en deçà. Je le dis dans plein d'autres reviews, mais un blockbuster, ça commence aux alentours de 70 millions de dollars, et ça reste un petit blockbuster. Un blockbuster, en général, de fin d'année, c'est entre 150 et 200 millions de dollars. Donc autant vous dire que là, le budget... Je le connais pas, mais je reste quasi persuadé,
que ça n'a pas dépassé ça, que c'est pas ah bah je dis des bêtises. Bon voilà, c'est un très gros blockbuster. Le budget est estimé entre 160 millions et 200 millions de dollars. Pire, j'aurais jamais dit. Non, franchement, je comprends, je peux imaginer pourquoi, mais j'aurais jamais dit, hein, au vu du film. Hein. Là, je suis très surpris parce que ça m'a pas du tout donné cette impression-là. Bon, bah voilà, une autre critique à mettre sur le dos du film. Le film n'a pas l'ampleur de son budget, nettement. Personnellement, il est bien, hein, il est efficace et tout sur plein de plans au niveau technique, mais il n'a pas l'ampleur d'un blockbuster à 160-200 millions de dollars. Je n'aurais jamais cru qu'il avait un budget aussi énorme. En tout cas, ça veut dire que James Cameron y a cru un maximum et a mis un max de blé, ce qui est une bonne chose. Donc, je leur souhaite que le film fonctionne. Je pense pas qu'il va marcher, mais si le film marche, tant mieux pour eux, parce que là, sinon, ça risque d'être une grosse chute au niveau pognon. Franchement, j'aurais jamais dit qu'il avait autant de pognon sur le film. Bon, peu importe. Tout ça pour dire, l'enjeu à un moment donné de toute cette mise en scène du futur. Et excusez-moi, je me suis perdu dans mes mots. L'enjeu de cette mise en scène, à un moment donné, de faire cette séquence du passé qui aurait en quelque sorte introduit réellement de l'empathie pour Sarah, ça aurait été de pouvoir laisser l'écriture telle qu'elle. Et je trouve que l'écriture de Grace et de Danny trahit vraiment violemment le fait que le film devait tourner autour de Sarah. Et du T-800 et point barre. C'est pour ça que les différents climax de la fin, que je ne vais pas spoiler, sont un peu vain et fonctionne en termes d'idées, mais pas émotionnellement. Le film, au final, à cause de son début et de sa difficulté visiblement à raconter ce qu'il voulait raconter, ou parce qu'ils ont fait des choix techniques, ou pour des questions de budget, j'en sais rien. En tout cas, le film n'arrive pas à nous réintroduire au personnage de Sarah Connor, et ça reste un des sujets profonds du film. Sachant qu'en plus, le T-800 en parallèle a une histoire intéressante, mais au final, c'est comme dans les précédents films, c'est par le personnage de Linda Hamilton, c'est par son jeu à elle qu'on est supposé revivre cette relation étrange. Et elle a perdu en qualité de jeu. Donc ça pose problème. Du coup, j'ai vu quelques critiques qui critiquaient beaucoup le jeu de Mackenzie Davis et de Natalia Reyes. Moi, perso, non, je les trouve bien. C'est juste que leurs personnages sont pas écrits, sont sous-écrits. C'est comme s'il y avait des acteurs moins bons pour les rôles principaux, entre guillemets, que des acteurs pour les rôles, on va dire, principaux bis. Bref. Tout ça pour dire, ce Terminator Dark Fate est assez étrange, parce qu'il a, au final, une identité assez bancale, et on se retrouve, au final, avec un film qui va dans une direction claire, mais qui, au final, amoindrit tout. Et c'est par rapport à ce que je vous disais avant, c'est-à-dire le Terminator ne fait pas peur et c'est un échec du film, le personnage de Sarah Connor est mal réintroduit. Et bah du coup, qu'est-ce qui reste ? Et ben, quelques bonnes scènes d'action, un rythme globalement plutôt maîtrisé en termes de film de spectacle, Tim Miller sait faire le taf, on ne s'ennuie pas devant ce Terminator, mais en termes d'ampleur, en termes d'être une suite de Terminator, comment dirais-je ? Conclusion. Disons-le clairement, conclusion. Terminator Dark Fate n'est pas un mauvais film d'action. On passe pas un mauvais moment devant Terminator Dark Fate. C'est pas non plus un extraordinaire film, mais il y a vraiment de bonnes scènes. Ça reste un blockbuster très sympathique. Comme je viens de découvrir, il a le budget d'un blockbuster, donc c'en est un. Bah oui, par définition, hein, quand on est au-dessus de 150 millions de dollars, on est largement un blockbuster. Et ben, c'est le fait d'être un film d'action sympathique et probablement sa qualité principale. Pour le reste, le film n'est pas à la hauteur de ce que doit être un Terminator. Le Terminator ne fait pas peur et n'est pas assez impressionnant. Les scènes d'action sont bonnes, mais ne sont pas assez mémorables. Au niveau technique, c'est pas un film... je vous dis, rien qu'avec l'introduction que j'avais en tête du de-aging, le film aurait été meilleur, point barre. Et ça aurait probablement mis une claque à tout le monde s'il y avait une séquence d'1 quart d'heure avec les acteurs en de-aging pendant 1 quart d'heure, je sais pas, en tout cas bon. En tout cas moi je trouve que là il y avait quelque chose à faire et je serais très surpris que David Goyer ait pas écrit le film comme ça au départ. Très surpris. Peu importe. Linda Hamilton a perdu en qualité de jeu et ça se sent. Arnold Schwarzenegger est un des rares points positifs du film parce qu'il est sympathique, qu'il est drôle et que son personnage fonctionne toujours plus ou moins bien. Mais son histoire à lui va faire grincer. Oui, je l'ai pas dit dans ma critique globale. Mais, allez, je peux l'introduire dans l'introduction, parce que, dans la conclusion, parce que je ne veux pas vous spoiler trop, mais grosso modo, le film fait des très très gros choix de sens narratif,
notamment sur les histoires de futurisme, rapport au voyage dans le temps, et ainsi de suite. Le film fait de très gros choix, et au final, ces choix sont tous, grosso modo, attaquables par le spectateur. C'est-à-dire que je pense qu'il y a vraiment une partie du public qui va rejeter le film en bloc en disant ça c'est stupide, ça c'est naïf, ça c'est naze. Et je trouve que c'est vrai parce que le film n'est pas assez emballant émotionnellement pour qu'on puisse passer au-dessus d'approximation ou de facilité scénaristique. Et ça vient essentiellement du fait que le film introduit vraiment mal le traumatisme de Sarah. Pour moi, tout vient de là. Hein. Parce qu'après le traumatisme que Danny vit évidemment dans le film, et tout ce que Grace apporte, les actrices jouent bien, mais au final, le film va pas très loin sur elles. Encore une fois, elles sont finalement assez archétypales. Du coup, le film navigue entre un personnage qui est supposé être très important, Sarah Connor, qui l'est pas tant que ça, et deux personnages qui sont supposés être finalement les principaux de l'histoire, mais qui vont pas très loin. Bah, il reste que le Terminator avec qui ça tourne plus ou moins, donc je parle bien d'Arnold Schwarzenegger, parce que le méchant Terminator, au final, ne fait rien d'extraordinaire, rien qui le rende particulièrement terrifiant ou implacable. Il a dans quelques séquences qui fonctionnent, ça marche, mais comme ça marche pas sur tout le film, il est très très vite, pas inoffensif, mais il est juste une menace. J'insiste, les Terminators dans les films sont plus que des menaces. Ils ont quelque chose d'absolument charismatique, de terrifiant. Ils ont vraiment quelque chose d'implacable. Et c'est bizarre dans la mise en scène qu'ils aient pas réussi à redonner, par exemple, l'importance de ce que fait le Terminator. J'ai vraiment du mal à comprendre en termes de scénario pourquoi ils ont eu besoin d'être aussi alambiqués, alors qu'en fait le principe d'un Terminator est techniquement simple. À chaque fois que le Terminator réussit à retrouver le personnage, il le court après, c'est extrêmement difficile de le semer, et ça doit coûter quelque chose au personnage. C'est pas très compliqué. Hein. Le personnage doit passer à 2 doigts de mourir à chaque fois, et il doit se chier dessus. Il faut qu'on le voie. C'est présent dans Terminator 1, et c'est présent dans Terminator 2. Donc ça leur coûte. Le T-800 s'en prend plein la gueule dans Terminator 2, et dans le 1, Kyle Reese, il en prend plein la gueule, et c'est hyper oppressant. Et je ne comprends pas pourquoi ils n'arrivent pas à retrouver ça. Je vais donner une ficelle toute bête. Grace arrive avec des capacités exceptionnelles, qui, à mon avis, amoindrissent complètement le fait qu'on l'ait envoyé dans le passé. C'est-à-dire que d'un côté, c'est dire, oui, bah, on ne peut pas envoyer une humaine. Mais justement, si vous refaites toute l'histoire, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'elle ait des super-pouvoirs? C'est pas un film de super-héros. Ce qui est intéressant, c'est justement qu'elle revienne, de reprendre cette base séminale de Terminator 1, qu'elle revienne en tant que soldat, et qu'elle vienne parce que justement, les motivations qu'elle a dans le film c'est une tarée, elle va aller jusqu'au bout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une humaine, mais les gens qui la renvoient dans le passé savent qu'elle lâchera jamais le coup, elle va aller jusqu'au bout pour Danny, parce que Danny est particulière pour elle. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça franchit d'un seul coup un cap, c'est une humaine, mais elle est déterminée. Parce que du coup, tout l'enjeu autour des problèmes qu'a Grace, je veux vraiment pas spoiler, je trouve, alourdissent le film à un endroit qui finalement n'est pas déterminant. Et dans la dernière partie, ça devient déterminant, mais au final... Est-ce que c'est si déterminant que ça, au point d'en faire un symbole tel que le film veut en faire? Parce qu'en plus, techniquement, il y a un symbole qui est joué sur la question du cœur, je vous passe les détails. C'est pas de l'amour. On nous fait littéralement prendre le cœur d'un personnage, et c'est pas de l'amour, c'est de l'amitié. Ou du fanatisme. Vous voyez le problème? C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette ficelle scénaristique technique qui voudrait faire du film quelque chose d'un peu plus visuellement sympathique, en fait, c'est une erreur. Parce que je le dis, en 2019, faire un remake, un reboot de Terminator 1, avec les règles de Terminator 1, ce sont des humains face à une machine implacable, c'est génial. C'est juste génial. Là, il y a un film de fou à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. Là, dans le principe, on est déjà face... C'est un bon vieux film de monstre, mais en 2019, avec les moyens techniques qu'on a, un robot qui peut gérer des satellites et des machins et des trucs, ça va super loin. Vous voyez où je veux en venir? Il n'y avait pas besoin de limiter le Terminator à être juste quelque chose de physique. Le personnage, c'est pour ça d'ailleurs notamment que le Terminator de Terminator 3 me plaît beaucoup, parce qu'il est passé au niveau upgrade, il arrive à contrôler des machines à distance et tout, donc pour moi c'était cohérent c'était une bonne idée, ça devait la rendre implacable. Il l'utilise mal finalement dans le film, mais dans l'idée c'était très intéressant. Enfin voilà, je vais pas continuer ma critique 15 ans, mais vous avez compris l'idée. Terminator Dark Fate est une relative déception, c'est une série qui arrive plus à s'en sortir, je m'attendais pas à un chef-d'œuvre. Le film reste sympathique, il est regardable, je le trouve beaucoup plus comestibles entre guillemets que Terminator 4 et 5 qui sont vraiment, je pense que vous pouvez les éviter. Je vais remater Genesis, je vais vous faire un podcast dessus à l'occasion, mais honnêtement ça reste un peu vain.
Et ben là, ce Terminator Dark Fate, c'est ce qui est triste, c'est qu'il use l'histoire de Sarah Connor pour en faire quelque chose, je pense, de pas très intéressant, et il va pas jusqu'au... Si, c'est intéressant, mais il va pas jusqu'au bout. Et dans les personnages où il va jusqu'au bout, c'est pas très intéressant. Donc oui, c'est un peu une déception ce Terminator Dark Fate, mais en même temps, est-ce que je peux m'attendre à autre chose maintenant sur la série Terminator? Je sais pas, James Cameron a claironné partout que pour lui c'était le premier film d'une série, que si le film marchait bien, il y aurait une trilogie. Déjà de 1, vous me saoulez avec vos trilogies. Je vais être très honnête, j'en ai marre de tous ces films qui démarrent en mode je suis le genèse de quelque chose. Faites un bon film. Faites des bons films. Si le film est bon, les gens voudront voir une suite et là vous réfléchirez à la suite. Commencez par faire des bons films. Parce que franchement, ces trucs commercial au possible, de séries télé, de faire tout le temps des suites, des films qui sont supposés être des genèses d'eux. Je comprends l'importance commerciale du machin, mais honnêtement, le commerce, on s'en branle. Là, maintenant, l'enjeu, c'est de faire des bons films. Faites des bons scénars qui tiennent tout seuls, qui sont pleins, et vous aviez une super opportunité avec Sarah Connor. Oui, je suis en train de m'adresser directement à James Cameron, puisqu'il écoute très fortement ce podcast, évidemment. Hein. Hashtag succès, hashtag mon analyse fascinante, hashtag Hollywood ne s'est jamais remis de la création de mon podcast. Bref, c'est dommage qu'ils aient aussi peu potentialisé le personnage de Sarah Connor, et que ce soit pour des questions techniques ou des questions d'écriture, dans les deux cas, c'est une faiblesse, et le film au final s'en ressent, et c'est vraiment dommage de retrouver Linda Hamilton et Sarah Connor dans une si petite forme. C'est toujours cool de revoir Schwarzy dans le rôle, mais à un moment donné, j'ai envie de dire à Schwarzy aussi, ça fait le deuxième film de suite que tu fais avec le personnage, ça va plus, ça va quoi. À un moment donné, tant pis, ça suffit quoi. Mais bon, on aura peut-être une suite intéressante et ils me fermeront ma bouche, mais pour l'instant, en l'état, je vois pas Terminator Dark Fate marcher et je pense pas qu'on aura une suite qui va dépasser le contexte de ce film-là. En tout cas, on va s'arrêter là, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. On se retrouvera bientôt pour d'autres épisodes sur Terminator et sur d'autres séries comme ça. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à tweeter, Instagram et Facebook et la totale. Et merci encore beaucoup, j'ai eu des retours très intéressants sur mes derniers podcasts, c'est vraiment cool, c'est très motivant. Et n'hésitez pas à commenter dans les commentaires YouTube, Facebook et autres, ça m'intéresse toujours d'avoir votre avis, c'est ça qui m'intéresse le plus. Merci les amis, et à bientôt pour un nouvel épisode de HO. Ciao ciao.